Bonjour à tous et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, semaine du 15 juillet 2025. Cette semaine, plusieurs dossiers à l'agenda. D'abord, j'aimerais qu'on passe un peu sur les négociations entre Trump et Poutine sur la question de l'Ukraine. Beaucoup de développements, notamment une annonce très importante aujourd'hui depuis la Maison-Blanche sur l'appui américain à l'Ukraine. Ensuite, on a des développements très intéressants par rapport à l'enrichissement nucléaire iranien, puis plus largement, disons, aux négociations entre les États-Unis et l'Iran. La Russie, qui vient de prendre position là-dessus, et on aura l'opportunité d'y revenir tout à l'heure, je ne veux pas déballer trop vite. Finalement, des détails sur la tentative d'assassinat de Massoud Pezeshkian, Trump qui va de quelques démarches un peu douteuses en politique américaine. Ensuite, la guerre commerciale qui reprend à Gaza. Le déplacement forcé semble maintenant en cours alors qu'Israël commence la destruction de la ville de Rafah. Et finalement, Taïwan, l'Australie qui frustre les États-Unis. C'est un dossier très intéressant en lien avec le fameux AUKUS, un dossier d'ailleurs que plusieurs d'entre vous aviez manifesté votre désir qu'on fasse un suivi. Alors, voilà, aujourd'hui, on pourra parler un peu de l'AUKUS. Sans plus tarder, on y va en Ukraine, alors qu'on fait un suivi, si on veut, sur une nouvelle qui est venue la semaine dernière et qu'on n'a pas couvert à la revue de presse. C'est censé se présenter en fin d'émission. Et une fois que la revue de presse était sur le point de se terminer, j'ai décidé de ne pas en parler parce que il manquait énormément de détails par rapport à tout ça et ça semblait très flou. Il est question, en fait, de la suspension des livraisons d'armes américaines vers l'Ukraine. On se souvient la semaine dernière, on avait cette nouvelle un peu on pourrait dire, sortie du champ gauche, alors qu'on nous apprenait que le Pentagone allait entièrement suspendre les livraisons d'armes pour l'Ukraine sur non seulement certains systèmes, mais tous les systèmes d'armement. Et ça avait vraiment surpris plusieurs parce que, d'abord, les Ukrainiens n'ont pas été avertis. Le Pentagone n'avait pas été averti non plus. Les gens qui gèrent ces livraisons, les alliés européens n'avaient pas été avertis. Et s'avertit-il? On découvre maintenant que la Maison-Blanche et Donald Trump n'avaient pas été avertis non plus. Cette décision, donc, était un peu difficile à comprendre et c'est pourquoi la semaine dernière, on a laissé ça sur la glace parce qu'il n'était pas encore totalement clair, un, si ça allait vraiment avoir lieu, deux, de où venait cette décision et qu'est-ce que ça impliquait. Cette semaine, on a beaucoup plus de détails. Alors donc, on fait la lecture ensemble d'un article carrément lunaire qui nous provient de CNN. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, n'a pas informé la Maison-Blanche avant d'autoriser une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine la semaine dernière, selon 5 sources proches du dossier, déclenchant une ruée au sein de l'administration pour comprendre pourquoi l'arrêt a été mis en œuvre et l'expliquer au Congrès et au gouvernement ukrainien. Le président Trump a laissé entendre mardi qu'il n'était pas responsable de cette décision. Interrogé mardi lors d'une réunion du cabinet pour savoir s'il approuvait la suspension des livraisons, Trump a esquivé, se contentant de dire que les États-Unis continueraient d'envoyer des armes défensives à l'Ukraine. Pressé de préciser qui avait autorisé cette suspension, Trump a répondu « Je ne sais pas. Pourquoi vous ne me le dites pas? » Cet épisode met en lumière le caractère souvent aléatoire du processus décisionnel au sein de l'administration Trump, notamment sous la direction de Hegseth au ministère de la Défense. C'était la deuxième fois cette année que Hegseth décidait de stopper l'acheminement d'armes américaines vers l'Ukraine, prenant de court de hauts responsables de la sécurité nationale. Ça s'est produit pour la première fois en février, on s'en souvient, et la décision a été rapidement annulée, reflétant ce qui s'est passé lundi soir, lorsque Trump a annoncé que les livraisons d'armes se poursuivraient malgré la signature de la pause par Hegseth. L'envoyé spécial américain en Ukraine, le général à la retraite Keith Kellogg et le secrétaire d'État Marco Rubio, conseiller à la sécurité nationale de Trump, n'ont pas non plus été informés de la pause à l'avance et l'ont appris par des articles de presse. Le porte-parole du Pentagone a déclaré à CNN « Le secrétaire Hegseth a fourni au président un cadre pour évaluer les livraisons d'aide militaire et les stocks existants. Cet effort a été coordonné à l'échelle du gouvernement. » Interrogé sur la question de savoir si Hegseth avait informé la Maison-Blanche avant d'approuver une suspension, la porte-parole Caroline Leavitt a déclaré dans un communiqué que le Pentagone avait mené une enquête pour garantir que tout soutien apporté à toutes les nations étrangères soit conforme aux intérêts américains. Et elle a ajouté que Trump a pris la décision de continuer de fournir des armes défensives à l'Ukraine pour l'aider à mettre fin au massacre dans cette guerre brutale, etc. Donc là-dessus, vous voyez qu'on a vraiment un état de confusion qui est total à l'intérieur de l'administration américaine et ça me ramène à une autre discussion qu'on a eue à la revue de presse ensemble sur, personnellement, Pete Hegseth, que je vous mentionnais, depuis un certain temps, il va de déclarations, mais de manière générale même, à une attitude qui manque
manque de sérieux, manque de crédibilité, manque de rigueur, des déclarations passées de Pete Hegseth, mais encore une fois, ces deux suspensions qui n'ont clairement pas été communiquées au reste de l'administration et qui découlent de ce qu'on comprend. Ça s'inscrit un peu dans ce qu'on voyait de Pete Hegseth au cours des dernières semaines, une espèce de militantisme et d'excitation et pour pas dire d'obsession pour les politiques de Trump, alors que Pete Hegseth est beaucoup plus un partisan politique qu'on pourrait dire qu'un exécutant de l'administration américaine. Sa loyauté est plus à Trump personnellement qu'aux États-Unis. Et ça devient très évident dans ce genre d'événement parce que Pete Hegseth n'a à aucun moment reçu l'instruction de suspendre les livraisons d'armes. Il a plutôt interprété des déclarations de Donald Trump comme étant ce qu'il voulait dans le fond. C'est ce qui s'est produit la première fois où on croyait que Trump espérait que le Pentagone mette fin aux livraisons et donc Pete Hegseth s'est dit « je vais marquer des points avec le patron », avait suspendu, ça avait été une catastrophe déjà à ce moment. Les Ukrainiens ont perdu beaucoup de terrain dans les heures qui ont suivi en raison de cette suspension. On se souvient, on avait décrit tout ça ensemble. La situation sur le front Est, notamment, s'était rapidement dégradée. Et aujourd'hui, encore une fois, on le présume à partir d'une déclaration de Donald Trump qui avait demandé une révision de l'assistance étrangère à tous les pays en fonction des intérêts américains. Là-dessus, le clin d'œil, il est très clair. Il faut comprendre le contexte dans lequel ça s'est produit. C'est bien sûr le contexte de l'échange entre l'Iran et Israël. Un échange qui a été largement mené par la voie balistique, donc par des missiles, des projectiles. Et on comprend qu'assez rapidement, en fait, c'est un des trucs qui a émergé de cet échange entre Israël et l'Iran, c'est qu'Israël n'avait pas les moyens de se défendre contre les attaques balistiques iraniennes sur une période prolongée, pour une raison qu'on avait identifiée ensemble, bien sûr, qui était le manque de missiles intercepteurs pour les Israéliens. On se disait, vous savez, attention, les Iraniens ont beaucoup plus de missiles offensifs que les Israéliens ont de missiles défensifs capables de les intercepter. C'est dû, on l'avait mentionné également, à une asymétrie tout simplement dans la valeur des missiles en question. Si je vous lance un missile de votre côté, il a besoin d'être seulement approximativement précis, alors que de votre cas, pour l'intercepter, il doit être précis au centimètre près pour frapper l'ogive au moment où il est en plein vol. Donc, cette asymétrie nous invite à voir que Israël a probablement compris assez rapidement qu'il y avait un rapport de déficit là-dessus et qu'il fallait absolument s'en tenir à des conflits très courts. Si on voulait avoir une chance de survivre à un échange de la sorte, Israël, bien sûr, a quand même reçu un certain nombre d'impacts sur son territoire, sur des installations stratégiques, quoique, je le maintiens, le dôme de fer a quand même intercepté de 80 à 90% des projectiles et en passant, c'est aussi compatible avec les estimations des Iraniens. Ce qu'on a observé, c'est d'un côté comme de l'autre, tant l'Iran qu'Israël, en fait, et je suis désolé là parce que c'est une autre de ces observations, ni chaud ni froid, qui laisse tout le monde un peu insatisfait parce que je prends ni pour l'un ni pour l'autre. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que tant Israël que l'Iran est incapable de mener un conflit à long terme. Israël, en raison de son incapacité à intercepter les missiles offensifs. L'Iran, tout simplement en raison de son incapacité, à défendre son espace aérien, qui a mené donc à une dégradation rapide de ses capacités offensives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans les premiers jours seulement de l'échange, on a vu les Israéliens, de par leur capacité à survoler en toute impunité l'espace aérien iranien, on a vu les Israéliens frapper systématiquement et très méthodiquement les sites de lancement iraniens. Donc, à mesure où l'échange a progressé, et là je vous entends déjà me lancer des tomates, comme quoi l'Iran marche sur l'eau, à mesure où l'échange a progressé, ce qu'on a vu, c'est que le nombre de missiles envoyés depuis l'Iran a été réduit de jour en jour. On a commencé avec des salves d'environ une centaine de missiles par jour et de par les données qui en passant ne relèvent pas d'Israël, mais on parle de données indépendantes, on est capable d'observer ces lancements. On a eu une quarantaine à une soixantaine de lancements tout au plus sur la fin de l'échange. Donc, de jour en jour, le nombre de missiles qui étaient lancés par les Iraniens était toujours moindre. Donc, difficile d'imaginer un scénario dans lequel un conflit à long terme aurait pu maintenir ce genre de cadence et d'intensité, ce qui nous invite donc à réfléchir à la décision américaine. Alors que les Américains ont regardé cet échange, ont vu très rapidement qu'il y avait effectivement un déficit d'intercepteurs du côté des Israéliens et donc que la capacité défensive est un peu remise en doute là-dessus.
Les Américains ont fait 1 + 1 = 2 parce qu'ils ont participé eux-mêmes à l'interception de certains missiles qui se dirigeaient sur Israël. Donc, ils ont utilisé beaucoup de leurs propres missiles intercepteurs et là-dessus, les systèmes américains sont bien connus. On a le THAAD, par exemple, qui est déployé près des installations stratégiques et également en Israël. Vous avez les missiles Patriot et vous avez bien sûr les missiles intercepteurs lancés depuis les navires américains, français, britanniques qui sont stationnés au large de Gaza et d'Israël. Ces fameux missiles, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est qu'ils étaient eux aussi en quantité limitée. Les Américains, aussi puissants soient-ils, aussi influents soient-ils dans l'industrie de l'armement, le fait demeure que leur capacité de production d'intercepteurs est très limitée. Donc, dans ce contexte, alors que les Américains ont constaté qu'il y avait un échange comme ça et qu'eux-mêmes n'ont pas la capacité de produire des intercepteurs à un rythme suffisant pour maintenir juste une défense d'Israël face à l'Iran, les Américains, on pouvait présumer à l'arrivée à une espèce de réévaluation de leur stock et de leur allocation, si on veut. Et donc, très rapidement, on a entendu parler que les Américains voulaient protéger leur stock de Patriot, de THAAD et plus largement de tout type d'intercepteurs, non pas pour un échange pour protéger Israël, mais bien pour protéger les États-Unis eux-mêmes ou pour protéger des installations et des intérêts américains un peu partout ailleurs dans le monde. Vous avez vu cette fameuse base américaine au Qatar qui a été attaquée, entre guillemets, disons-le, par les forces iraniennes, par les forces balistiques iraniennes. Je dis entre guillemets parce que, bien sûr, les Iraniens ont prévenu les Américains de l'attaque en question pour limiter le potentiel d'escalade. La réponse des Américains avait été d'évacuer tout le monde de la base. Les Iraniens ont frappé une base vide. Maintenant, ça, c'était le scénario idéal. Il arrive évidemment des scénarios où il est tout à fait possible que les Iraniens décident de frapper avec sérieux des installations américaines sans prévenir à l'avance. Et alors, les États-Unis, bien sûr, devraient défendre chacun de ses intérêts, que ce soit des navires, que ce soit des bases, que ce soit des sites portuaires, comme on a au Bahreïn, par exemple. Bref, on a beaucoup d'intérêts comme ça qui doivent être défendus. On pense même aux ambassades. Et dans un tel scénario, les Américains seraient tout simplement incapables avec les stocks qu'ils ont actuellement. Maintenant, il faut aussi encore plus ajouter à ça non seulement un échange ponctuel et limité, mais la possibilité bien réelle qu'un conflit avec la Chine, par exemple, avec la Russie, un conflit plus sérieux, une guerre ouverte ou totale, éclate, que ce soit pour des raisons liées ou complètement séparées, dans une période relativement proche. Donc, les Américains ne peuvent pas se permettre vraiment de descendre, si on veut, en bas de 30 à 40 % de niveau d'inventaire avec lequel ils sont confortables. À partir du moment, si par exemple les Américains ont défini qu'ils ont besoin de 10 000 intercepteurs pour un conflit ouvert avec la Chine, s'il en reste seulement 5 000 en stock, il faut déjà arrêter toute forme d'allocation. Et s'il en reste seulement 7 ou 8 000, il faut déjà commencer à réfléchir aussi, parce que ça veut dire que si on commence à en distribuer à gauche, à droite, il en restera tout simplement pas suffisamment. Alors, tout ça pour dire, il était prévisible que les Américains, dans le contexte du conflit entre Israël et l'Iran, allaient revoir leur stratégie d'allocation d'intercepteurs, à se dire peut-être qu'on en a besoin pour nos propres intentions, beaucoup plus que pour défendre les autres. De par cette intention, de par cette déclaration qui est venue de Donald Trump initialement, qui nous a dit « Attention, on doit revoir notre allocation », et on a ordonné à toutes les branches de l'armée donc d'étudier à qui on allouait des armes et est-ce que c'est compatible avec les intérêts américains. Notre ami Pete Hegseth semble avoir compris, ou plutôt avoir essayé de lire entre les lignes et avoir déduit que Donald Trump voulait une interruption totale de toute forme d'approvisionnement à l'Ukraine. C'est faux, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un élément. Le fait qu'on a interprété quelque chose. Moi, j'essaie de mettre en contexte de pourquoi il aurait pu interpréter ça, pourquoi il aurait pu croire que c'était effectivement ce que voulait Donald Trump. Il y a des facteurs stratégiques et il y a des facteurs tout à fait logiques et raisonnables qui permettraient d'expliquer, une conclusion de la sorte. Là où ça devient ridicule, là où ça devient absurde et que ça manque profondément de professionnalisme et que ça manque de compétences, c'est quand on découvre que personne n'a été mis au courant de tout ça. Que ni les alliés européens, ni les alliés de l'OTAN, ni les partenaires américains qui fabriquent ces armes, ni les gens qui en gèrent l'exportation, ni même la Maison-Blanche ou le Pentagone ont été mis au courant
de cette décision qui a des impacts énormes, non seulement sur les États-Unis au sens politique, au sens diplomatique, la relation avec l'Europe, etc., mais surtout, on sait qu'il y a des impacts énormes et immédiats, quasi immédiats, sur le front ukrainien. Alors qu'on sait que les Ukrainiens sont actuellement en train d'obtenir une négociation de cessez-le-feu, alors qu'on sait que la Russie tente de briser le front pour pouvoir obtenir des concessions supplémentaires dans le processus de négociation, il est complètement absurde de n'avoir averti personne d'une interruption imminente, pour pas dire immédiate, de l'approvisionnement en armes défensives. Il y a quelque chose de complètement ridicule et de complètement... c'est amateur, ça pue l'amateurisme là-dessus. Et d'ailleurs, plusieurs républicains aujourd'hui, républicains comme démocrates, disons-le, appellent ouvertement au congédiement de Pete Hegseth, mentionnant que c'est un épisode tout simplement inexcusable. Non pas l'interruption, il se le défend, il se justifie, mais plutôt le fait que ça n'a pas été coordonné avec toutes les parties prenantes. On pense, par exemple, aux Ukrainiens, qui doivent composer avec un certain niveau d'imprévisibilité déjà dans les livraisons. On leur dit, vous allez avoir X, Y, Z système d'armement et ça prend souvent, il faut plusieurs mois avant que ce soit déployé sur le champ de bataille parce qu'il faut former les soldats, les préparer, d'abord envoyer, acheminer l'équipement lui-même, ce qui est en soi une opération assez complexe. Et une fois que c'est sur place, les acheminer jusqu'au front et les mettre au travail. Tout ça est très long, donc même quand on fait des annonces et qu'on dit on vous donne tel nombre de munitions, d'argent, peu importe, la réalité c'est que les Ukrainiens ne le voient pas immédiatement et que souvent il y a une espèce de vide sur le front qui peut durer plusieurs semaines, alors que les Ukrainiens sont forcés d'attendre et de simplement tenir position face à la progression russe. Donc ça, c'est l'élément qui est absolument impossible à évacuer de tout ça. C'est l'influence sur la posture ukrainienne dans l'Est spécifiquement, mais même, on se parlait la semaine dernière, la poussée russe près de Koursk, près de Soumy, donc dans le nord de l'Ukraine, c'est aussi un autre endroit où les Ukrainiens sont sous beaucoup de pression. Et on se parlait du fait que la Russie veut probablement, pour pas dire certainement, pousser sur Soumy pour obtenir un échange de territoire. Alors donc, cette histoire de mettre fin maintenant aux livraisons d'armes à l'Ukraine sans avertir personne, ce n'est absolument pas compréhensible et inexcusable au sens de la coordination de la chose. Stratégiquement, on peut en débattre, mais il aurait fallu que l'intention vienne de la Maison-Blanche, pas d'un espèce de secrétaire de la Défense rogue qui, en passant, n'a jamais mené une organisation de plus d'une trentaine de personnes, qui est aujourd'hui responsable de littéralement la plus grosse organisation au monde. L'armée américaine, c'est la plus grosse organisation à l'intérieur du gouvernement américain, qui est lui-même la plus grande organisation. Alors, on a affaire à une bureaucratie gigantesque et à quelqu'un qui peut-être ne comprend pas les implications de son rôle à la tête de cette bureaucratie gigantesque. Maintenant, la réponse de la part des Américains a été encore plus surprenante parce qu'on aurait pu bien sûr s'attendre à une réponse de la Maison-Blanche qui nous dit « Non, on continue les livraisons, ne vous inquiétez pas ». Ça a été encore plus loin en fait. La Maison-Blanche et même le Sénat, en l'occurrence M. Lindsey Graham, un sénateur très influent et proche de Donald Trump, on pourrait dire un des sénateurs républicains les plus affichés pour la cause ukrainienne et c'est certainement l'un de ceux qui a été, disons, le plus convaincant vis-à-vis de Donald Trump. Parce que, on se comprend au début, beaucoup du monde MAGA, de Make America Great Again, de la sphère Donald Trump, ne voulait absolument rien savoir d'une implication en Ukraine. Et certains républicains très proéminents, très influents, dont M. Lindsey Graham, ont mis de la pression sur Trump pour qu'on continue à appuyer l'Ukraine, au moins jusqu'à obtenir une entente gagnante. Et c'est comme ça que ça a été vendu un peu à Trump, de dire on peut avoir un deal après une journée, certainement, mais ce ne sera pas un bon deal. Et on se souviendra avec beaucoup plus de clémence de la présidence Trump s'il faut qu'il ait obtenu une entente, disons, durable entre l'Ukraine et la Russie. Une entente qui serait perdue 2 ou 3 ans plus tard et qu'on retomberait dans une nouvelle situation de guerre, ça ne reflèterait pas très bien sur les habiletés de négociation de Donald Trump. Alors, on a vu la réponse américaine qui, plutôt que de simplement dire on continue les livraisons, on va beaucoup plus loin. Et là, ce qu'on observe, c'est que Donald Trump est en train vraiment de perdre patience avec Vladimir Poutine. Perdre patience parce que je pense que ça devient de plus en plus évident. Je sais que certains d'entre vous n'aimez pas beaucoup lorsqu'on critique la méthode de négociation Trump, mais là-dessus, je dois nommer ce que je vois. Trump multiplie les échecs en matière de négociation depuis le moment où il est arrivé à la Maison-Blanche. Et je pense, je sais
que Trump commence à s'en rendre compte aussi. C'est vrai pour certains membres de son administration. Il y avait notamment un rassemblement cette fin de semaine de Turning Point USA. Turning Point USA est une organisation de la société civile très proche du Parti républicain, très proche du mouvement Trump, qui rassemble beaucoup des gens influents de la droite américaine. Et bon, on a vu énormément de critiques de Donald Trump sur un certain nombre de points parce que Trump déçoit. La frange, bien sûr, Turning Point. Premièrement, les déportations. Ça va absolument nulle part. Et déjà, Donald Trump, il va d'assouplissement sur sa politique de déportation, alors qu'on offre aux gens dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. On nous parlait au départ d'une amnistie, ou du moins c'est comme ça que ça a été décrit. Maintenant, face notamment au retour de flamme incroyable qui vient du côté des partisans de Donald Trump, on est en train plutôt de parler d'un programme de travail. Mais la conclusion est la même, c'est que Donald Trump est incapable d'obtenir les chiffres et le rendement qu'il voulait avoir au sens de la quantité de déportations qui ont été menées jusqu'ici. On est incapable d'obtenir un rythme et de trouver vraiment on pourrait dire un rythme de croisière. On y va de grandes opérations qui font grand bruit, mais qui ensuite, on retombe un peu à plat pendant un certain nombre de jours. Les déportations vers les pays tiers, ça a été arrêté pendant une période par les tribunaux. Et maintenant, aujourd'hui, on a ces programmes d'assouplissement. Alors, côté déportation, il y en a qui sont insatisfaits. Ensuite, bien sûr, la question des armes en Ukraine. On se dit, mais c'est inadmissible. Trump nous avait promis une entente de paix. Et maintenant, on nous parle non seulement de continuer les livraisons d'armes, mais d'en ajouter encore plus par-dessus et d'aller encore plus loin dans l'appui de l'Ukraine, essentiellement une position digne de Joe Biden et de l'administration démocrate, une position qu'on aurait dénoncée avec énormément de rigueur et de vigueur du côté des républicains. On aurait été en colère s'il avait fallu que Biden y retourne encore d'une douzaine de milliards pour l'Ukraine. Et pourtant, on se retrouve dans une situation qui n'est pas pareil, parce que ce n'est pas les Américains qui vont payer pour les armes en question, on y reviendra dans un moment, ce sera les Européens, mais il demeure que les Américains continuent on pourrait dire, perpétuer le conflit en Ukraine par l'armement de l'armée ukrainienne. Alors, ça c'est un autre élément qui ne plaît vraiment pas à la base de Trump. Et finalement, on a bien sûr cette histoire de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein qui est arrivé, on pourrait dire, comme un cheveu sur la soupe pour l'administration Trump, parce qu'on nous a promis, et on découvre aujourd'hui que c'était vraiment... C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. On nous avait promis que les fameux Epstein Files allaient être remis au public et que ce serait publié et qu'on aurait la liste des clients d'Epstein. Et on a eu là-dessus même Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis quand même, qui est allée s'embarrasser intellectuellement devant les médias en disant « La liste, je l'ai, elle est sur mon bureau, prête à être revue pour publication. » On nous parlait de la liste Epstein, de ses clients, on nous parlait du dossier plus largement, on nous parlait additionnellement des dossiers sur JFK, on nous parlait des dossiers sur Martin Luther King. Soyons sérieux, absolument rien de tout ça n'a été mené à bien. Et ça, beaucoup de gens dans la base de Trump, ça les met en colère, surtout l'histoire d'Epstein, parce que, on pourrait le dire, symboliquement parlant, c'est particulièrement dégueulasse. Epstein étant, on le présume, et je vois que Tucker Carlson l'a mentionné hier, et je suis heureux de voir qu'on commence à en parler un peu plus ouvertement. Et pour prendre la déclaration de Tucker qui nous disait, vous savez, Epstein était un agent de renseignement israélien, était un agent d'action directe du gouvernement israélien, c'est assez évident. Effectivement, de mon côté, je me suis jamais caché de mentionner ça et je n'ai jamais compris pourquoi on se retient de dire ça publiquement. Effectivement, les preuves sont circonstancielles et je vous le dis de ma conviction personnelle. C'est pas un fait, c'est pas documenté, on le présume en raison des attachements et des circonstances et de comment tout ça est venu à voir le jour. Pour ma part, je vais aller à ma tombe en vous disant que c'est un agent de renseignement israélien et qu'on avait utilisé les installations d'Epstein, sa place et son influence pour obtenir de la saleté sur diverses personnalités publiques aux États-Unis, politiciens. Ça relève de l'évidence. Et d'ailleurs, Monsieur Tucker Carlson en parlait justement à Turning Point USA pour refaire la boucle. Et il nous disait, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ça. Et c'est dans cette déclaration que je me retrouve énormément, parce qu'il disait, somehow it's a naughty thing to say. Et c'est quelque chose de coquin ou de méchant à dire. On n'a pas le droit de dire que Epstein était associé à Israël, alors que tout indique que c'était le cas. Bon. Maintenant, l'administration Trump a décidé d'en faire un jouet politique.
depuis jour 1, à partir du moment où on a eu cette histoire apparaître sous Joe Biden particulièrement, là où les premiers dossiers, ça a commencé à faire beaucoup plus de bruit. Et à ce moment, l'administration Trump et toute la droite au complet faisaient grand plaisir de cette histoire de pédophilie ambiante dans les cercles de gauche. Et clairement, il y aurait une espèce de déviance sexuelle. Et tout ça était compatible avec le discours qui était mis de l'avant. Super, un beau jouet politique. Maintenant, tout ça a été exposé à partir du moment où l'administration Trump est arrivée au pouvoir et qu'on a vu qu'on a juste essayé de gagner du temps pendant les premiers mois. Nous dire, ça s'en vient, on est en train de regarder tout ça. Ensuite, Kash Patel, qui est sorti en nous disant, non, finalement, directeur du FBI, finalement, la liste existe, mais on ne publiera pas ça publiquement parce que ça pourrait nuire aux victimes de ces gens-là. On ne veut pas victimiser les gens une deuxième fois. Et il y a eu un tollé instantanément du côté de la droite et des partisans Trump qui ont dit « Mais c'est n'importe quoi! Vous nous aviez dit que vous alliez le publier et maintenant vous découvrez qui sont les gens qui ont été victimes, ou plutôt qui sont les gens sur la liste, et il n'est plus hors de question de publier quoi que ce soit. » Ça amenait des soupçons. Plusieurs ont dit « Ben voilà, c'est parce que Donald Trump est sur la liste. » Et quand je dis plusieurs, je mentionne notamment Elon Musk. Elon Musk, c'est à l'origine, ou plutôt on pourrait dire un des éléments de ce fameux conflit et un des éléments déclencheurs, c'est ce fameux tweet d'Elon Musk, bien sûr, dans le début du conflit avec Donald Trump, dans le premier épisode, alors qu'elle disait « Pourquoi on ne publie pas la liste? C'est parce que Trump se trouve sur la liste et qu'on ne veut pas le dire. » Trump a bien sûr nié, pas vrai du tout, mais maintenant, en fait, ce qui s'est produit, c'est que Pam Bondi nous annonce qu'il n'y aura aucune publication, que la liste, en fait, on ne sait pas de quelle liste vous parlez, il n'existe pas de liste, on n'a jamais eu de liste. S'il y a une liste, alors là, il y a deux théories. Soit on a fait un jouet politique et aujourd'hui, on est obligé de l'assumer, de reconnaître. Il n'y a jamais existé de liste, effectivement. Et ça, c'est une théorie très plausible. Je sais que certains d'entre vous êtes très attachés à l'idée du complot. Et je comprends, je le dis pas avec, je le dis aucun mépris, là. Je vais être très clair, là. C'est une des théories du complot qu'on peut acheter, c'est celle-là. Beaucoup sont attachés à la théorie selon laquelle on aurait tout simplement tuer l'histoire lorsqu'on a découvert que Trump y est attaché ou que Trump y est lié d'une manière ou d'une autre, ou on pourrait dire des donateurs de Trump ou quoi que ce soit, ou tout simplement que on pourrait dire le swamp, on disait drain the swamp, peut-être que le swamp a gagné. Ça, c'est la théorie de plusieurs. La théorie alternative, et je vous avoue que elle me plaît aussi, c'est la théorie simplement du jouet politique, où on avait cette histoire qui plaisait beaucoup à la droite et qui plaisait beaucoup aux partisans de Trump. Donc, on l'a utilisé, on se l'a approprié à des fins purement partisanes et électoralistes. Et une fois qu'on s'est retrouvé à la Maison-Blanche, là, il fallait livrer là-dessus. Là. On a promis à tout ce beau monde qu'on allait publier à peu près tout ce qui s'était écrit sur JFK dans CIA au cours des dernières années. Même chose pour MLK, même chose pour Lee Harvey Oswald, même chose pour tout le monde qui avait moindrement un dossier qu'on voulait découvrir. Trump disait « on va publier tout ça ». Les enjeux pragmatiques se sont peut-être imposés. L'un d'entre eux, les dossiers n'existaient pas, tout simplement. On présumait que l'FBI cachait quelque chose et que l'administration Biden couvait le dossier depuis le début. C'était probablement faux. Alors, ces deux théories, je vous laisse choisir laquelle vraiment. Là, on n'a pas de preuve ni de l'un ni de l'autre. C'est très possible que l'administration Trump ait été avalée par Washington d'une certaine manière et que pour protéger leurs propres intérêts politiques, électoralistes, on cache l'histoire et on la tue et on fait comme si de rien n'était, quitte à prendre la pénalité politique et l'embarras que ça entraîne. Parce que c'est gênant, là, après avoir prétendu pendant des années qu'il y avait quelque chose sous roche, qu'il y avait anguille sous roche et que finalement on le retourne, il n'y a absolument à rien. Et que là, on est obligé de montrer à tout le monde, non, je vous jure qu'il n'y a rien et personne ne le croit, il le mériterait à 200%. À 200%. Alternativement, si on a inventé quelque chose, justement, et que là, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien et que, on le mérite aussi. Donc, l'histoire d'Epstein, l'histoire de la déportation, l'histoire même on pourrait dire l'Ukraine, maintenant, c'est en train vraiment de repousser beaucoup de la base Trump, particulièrement les plus jeunes, qui étaient moins engagés dans le mouvement Trump et qui sont engagés beaucoup en raison de ce genre de dossier, de dire on va sortir de l'Ukraine, on va être un président de paix, on va arrêter ces histoires de protection de pédophiles avec Epstein et surtout, on va s'arranger pour donner une meilleure posture aux Américains à travers le monde. Là, on a l'impression que Trump en fait pas assez à travers les déportations et tout ça. Donc,
On va en fait 2 fois plus loin sur l'Ukraine. Alors qu'un sénateur américain, ce fameux Lindsey Graham, qui nous défend aujourd'hui des sanctions radicales contre la Russie, et ce qu'on présume, il est malheureusement trop tard pour que je puisse, trop tôt devrais-je dire, pour que je puisse commenter ce dossier en temps réel, mais aujourd'hui, nous sommes actuellement lundi, on enregistre le lundi, Trump est censé annoncer, on nous dit, une nouvelle politique majeure par rapport à l'Ukraine. On présume que ce sera, encore une fois, probablement que vous êtes déjà de l'autre côté du rideau et vous connaissez la vérité. De mon côté, je peux seulement spéculer. On présume qu'il est question des missiles Patriot, qu'il est question de missiles longue portée additionnels, une meilleure défense antiaérienne et surtout des sanctions importantes contre la Russie. C'est notamment ce que concerne ce que nous explique Lindsey Graham. Un tournant arrive dans la guerre en Ukraine, a déclaré le sénateur républicain sur CBS, après que le président Trump a dit plus tôt dans la semaine qu'il ferait lundi une déclaration importante à propos de la Russie. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Lindsey Graham mène depuis plusieurs mois une coalition de parlementaires américains favorables à de nouvelles sanctions financières très importantes contre Moscou et ses soutiens. Cette proposition de loi donnerait au président Trump la capacité d'imposer des droits de douane de 500% sur n'importe quel pays qui aide la Russie et soutient la machine de guerre de Poutine. Le président aura une flexibilité maximum sur les droits de douane imposés si ce texte était adopté, a dit Lindsey Graham, assurant avoir le soutien de 85 des 100 sénateurs américains. Ce dernier avait dit mardi étudier de très près cette proposition. C'est un coup de massue que le président Trump aura à sa disposition pour mettre fin à la guerre, a dit Lindsey Graham. Les 2 sénateurs ont notamment rencontré le président ukrainien et doivent s'entretenir lundi avec le secrétaire général de l'OTAN. Alors, on voit ici qu'on donne des munitions à Donald Trump et c'est ce qui se prépare. Quand je vous dis que vous êtes de l'autre côté du rideau, c'est que nous, on voit un peu comment ça se prépare. D'abord, des missiles longue portée qui seraient offerts à l'Ukraine à des fins offensives. On sort vraiment de l'esprit défensif là-dessus. L'idée, c'est d'avoir des missiles d'une portée d'environ 300, 370 jusqu'à 400 km, dépendamment des conditions, pour frapper un peu plus profondément à l'intérieur de la Russie. Ensuite, l'histoire des fameux tarifs de douane à 500%, là, c'est clair. On rentre vraiment dans une guerre commerciale secondaire où on dit tous ceux qui approvisionnent la Russie avec, on imagine, soit du matériel militaire ou soit du matériel hybride, donc avec des fonctions tant civiles que militaires, les drones notamment. C'est un des fameux trucs qu'utilise la Chine, c'est qu'on envoie des drones, les fameux drones DJI, ces petits drones utilisés par les soldats sur le front. En théorie, c'est de l'appareil civil. En théorie, ce sont des technologies civiles que vous avez le droit de vendre à peu près à n'importe qui et d'exporter n'importe où. Et encore plus, bon, c'est tout petit, c'est facile c'est facile d'entrer sur le territoire, même illégalement ou en contournant des sanctions si nécessaire. Donc, l'intention ici, de la part du président Trump, c'est vraiment d'identifier tous ceux qui font du commerce avec la Russie et d'imposer un 500% de tarifs en réponse. On a fait la même chose avec la Chine. Quand on voulait punir la Chine, d'abord, on a imposé quelques 100-150% de tarifs sur la Chine, et rapidement, le geste que pose la Chine, et là, on a vraiment une logique inversée. Ce qu'on vise avec la Russie, ce sont vraiment les importations, surtout, de ce que je comprends. Ce qu'on visait avec la Chine, c'était les exportations. Parce que quand on mettait un tarif de quelques 100-150% sur la Chine, qu'est-ce que fait la Chine? C'est good. Elle prend peu importe ce qu'elle avait de construit dans son usine, elle l'envoie au Cambodge, au Vietnam, au Laos, dans des pays tiers qui, eux, font tout simplement Made in Vietnam et renvoyer ça aux États-Unis. C'est un des éléments qui avait été relevé assez rapidement dans la première guerre commerciale lors du premier mandat de Donald Trump, alors que c'était même pas subtil. Les États-Unis avaient mis sous sanction le commerce chinois et on avait vu une baisse, par exemple. Je donne un exemple, je ne sais plus exactement c'était quel pays ou quel montant, mais on avait vu, exemple, une baisse de 50 milliards des importations chinoises vers les États-Unis et immédiatement au même moment, une augmentation de 50 milliards genre du Vietnam ou du Cambodge ou quelque chose comme ça. Un de ces pays qui était utilisé pour le transbordage, le transbordement des biens vers les États-Unis. Pour empêcher ça, Trump avait dit, tous ceux qui font du commerce avec la Chine et qu'on découvre sont notamment instrumentalisés dans le transbordement, on va s'assurer qu'ils soient punis au même titre que la Chine. Donc, il n'y a plus d'avantage. On fait à peu près la même chose avec la Russie. C'est-à-dire, certes, la Russie a encore la capacité d'importer à partir d'autres pays dans le monde,
nous, on met des sanctions contre la Russie. On lui dit que ça va te coûter plus cher vendre ton pétrole, ça va être plus difficile vendre ton gaz naturel, d'acheter des armes ou peu importe. Mais on n'avait pas encore vraiment étudié la possibilité de mettre des sanctions sur ceux qui font affaire avec la Russie, notamment l'Inde. C'est un gros partenaire commercial de la Russie, où on achète beaucoup d'équipements militaires, on achète beaucoup de gaz naturel, de pétrole surtout, et naturellement, bien, ça finance la machine de guerre russe. Est-ce qu'on vise ces gens ou est-ce qu'on vise seulement ceux comme la Corée du Nord et la Chine, qui envoient de l'artillerie, des ogives, des obus, qui envoient des drones, qui envoient des soldats, qui envoient vraiment des matières premières, de la nourriture, etc. Est-ce qu'on vise ces autres pays plus, si on veut, que tous ceux qui sont impliqués dans les achats des produits russes? Difficile à savoir pour le moment, mais ce qui est assez clair, c'est qu'on veut donner les outils à Trump pour mettre fin à la négociation, ou du moins pour mettre la pression sur Vladimir Poutine. Parce que ce qu'on découvre, et c'est ce que je voulais dire par Trump le découvre lui-même, en fait, c'est qu'il a fait rire de lui. Que Poutine n'a jamais eu l'intention d'arriver à un cessez-le-feu, Poutine n'a jamais eu l'intention d'un accord de paix et que plutôt on essayait carrément d'épuiser Washington. Et on a vu les États-Unis à quelques occasions, ça a failli marcher. Et on comprend le calcul de Poutine là-dessus. Alors qu'à plusieurs occasions, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, Donald Trump lui-même, Pete Hegseth, des membres de l'État-major de l'exécutif américain, qui nous disent ouvertement « Ah ben là, si c'est pas réglé dans 2 semaines, nous, on va passer à autre chose. C'est assez. » Et qui arrêtent ensuite les livraisons. On comprend la politique de Poutine, de se dire « Mais je suis mieux de faire aucune concession. » Ils sont prêts à se lever de la table et à s'en aller. Et longtemps, on se disait, et là-dessus, moi, mon propre calcul a changé en fin de semaine. Alors que longtemps, on se disait, Poutine est en train de rater sa fenêtre. Il y a une fenêtre de négociation exceptionnelle, alors que Trump est prêt à lui faire des cadeaux puis des concessions importantes pour mettre fin au conflit, et Poutine ne veut pas saisir cette main tendue au risque de la perdre pour toujours, un peu comme on l'a vu par exemple avec l'Iran. Et justement, s'il y a quoi que ce soit, il est possible que l'Iran ait justement favorisé la posture russe. Je vous explique pourquoi. Parce que depuis un moment, on se dit, Poutine va rater sa chance. Poutine pourrait rater les concessions américaines s'il ne saisit pas l'opportunité maintenant d'en venir à un cessez-le-feu qui pourrait être extrêmement avantageux pour la Russie. Mais vous savez qui d'autre, justement, a raté sa chance? Théoriquement, l'Iran. Alors qu'on lui disait, on est prêt à te laisser l'enrichissement, ou on est prêt à peut-être te trouver un consortium, ou à trouver un moyen pour que tu aies un programme nucléaire civil. Ensuite, on va bombarder l'Iran. On en ressort. Et immédiatement, on tend encore la main pour une nouvelle négociation sur les mêmes termes que ce qui s'est effondré quelques semaines plus tôt. Il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de changement d'un paramètre. Alors là-dessus, on comprend un peu la posture de Poutine qui se dit « J'ai juste à dire non. Dans le pire des cas, oui, vous allez armer l'Ukraine, oui, vous allez donner des armes, peu importe, ou des sanctions. Mais lorsque je vais décider d'aller à la table de négociation, je vais avoir exactement la même offre qui était sur la table précédemment. » Où on me disait, le Donbass au complet, ça va appartenir à la Russie, il n'y aura pas d'OTAN pour l'Ukraine, il n'y aura pas d'Union européenne pour l'Ukraine, il n'y aura pas de boots on the ground de la part de la coalition, Coalition of the Willing, le terme francophone, la coalition des volontaires de la part des Européens qui voulaient installer, après le cessez-le-feu, des gens sur le terrain, des armes sur le terrain. Tout ça, Poutine, il est possible qu'il ait fait le calcul en regardant la scène, puis en regardant les multiples, on pourrait dire, les aléas de l'administration Trump, non seulement sur l'Ukraine, la Russie, mais aussi sur les droits commerciaux, aussi sur l'Iran et l'Israël. Poutine aurait tout à fait raison de dire « c'est du bluff. C'est moi qui décide quand la négociation va se terminer, c'est moi qui décide quand la guerre va se terminer, et quand je vais le décider, Trump va être un bon interlocuteur. » Parce qu'il veut tellement une entente, il veut tellement signer une entente de paix qu'il est prêt à faire les mêmes concessions dans 6 mois, 7 mois, indépendamment du fait que j'ai tué 30 000 Ukrainiens de plus. Donc là-dessus, on comprend pourquoi Trump est en train un peu de changer d'attitude et il constate lui-même, il dit ouvertement à dire « vous savez, on négocie avec Poutine, mais il nous dit beaucoup de bullshit. » Et ça, ce sont les termes exacts de Trump, à dire « on se fait donner beaucoup de bullshit ». Où il nous dit, oui, il est très gentil, il est très doux au téléphone, et après ça, on raccroche, puis il se met à bombarder tout le monde en Ukraine avec des salves absolument gigantesques qui battent le record russe fois après fois.
On se parle de semaine en semaine maintenant des fameuses salves russes qui atteignent des 400-500 projectiles simultanément. Étrange d'ailleurs, j'ai remarqué que certains d'entre vous êtes frustrés par le terme projectile. C'est le terme pour décrire l'ensemble des éléments, que ce soit des missiles, des drones, missiles croisières, balistiques, etc., roquettes, il est question de projectiles. Donc, c'est pas pour minimiser les attaques là, quand je parle de projectiles, c'est juste pour dire que ça inclut toutes les formes de projectiles. On a été jusqu'à 500. Maintenant, pas plus tard qu'hier, on nous parlait de jusqu'à 700 projectiles envoyés vers l'Ukraine. Donc, ce sont des attaques d'une échelle qui ne peut pas être interprétée autrement que par du symbolisme et une insulte. Ou si on raccroche et tu me dis « Oh oui, c'est la paix, c'est la paix », et non seulement t'attaques, mais t'attaques ta plus grosse attaque depuis le début de la guerre, et qu'ensuite on se reparle le lendemain, et je dis « Ouais, on sait quoi cette histoire? » Et tu refais pire ensuite. On comprend, là, Trump, de dire « OK, là, non, il rit de moi, là, il est pas sérieux. » là. Et là, ça devient vraiment insultant. Là. Et donc, la réaction de Trump est en train de se calibrer à l'inverse. Lui qui était entré avec l'intention vraiment de faire une paix rapide avec Poutine, là, on le sent commence à perdre patience parce qu'il le prend comme une insulte. Et s'il y a quelqu'un qui a jamais pris une insulte en restant assis, c'est Trump. Donc, faut pas se surprendre de le voir se lever d'un coup et de répondre de la seule manière qu'on peut imaginer Trump répondre, avec le coup du bazooka, où là, on parle de 500% de tarifs. Et là, on parle d'aller encore plus loin en armement que le faisait l'administration Biden. On progresse sur notre prochain article, d'ailleurs, là-dessus, qui détaille cette fameuse réaction de Donald Trump, alors qu'on mentionne que des systèmes Patriot seront maintenant envoyés en Ukraine. C'est une annonce du président Trump qui nous vient donc juste avant le sommet avec le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Président Trump a déclaré dimanche que les États-Unis enverraient des systèmes de défense aérienne Patriot à l'Ukraine qui seront financés par l'Union européenne. Il a de nouveau critiqué le dirigeant russe, Vladimir Poutine, pardon. Ce sera une affaire pour nous et nous leur enverrons des Patriots dont ils ont désespérément besoin, car Poutine a vraiment surpris beaucoup de monde. Il parle bien et puis il bombarde tout le monde le soir, a-t-il ajouté à son retour à la Maison-Blanche depuis New Jersey. Il y a un petit problème là-dedans et ça ne me plaît pas. Trump a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé du nombre de systèmes de défense Patriot qu'il enverrait. Il rencontrera lundi à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Trump a déclaré que l'Union européenne paierait pour les armes, mais n'a fourni aucun détail. En fin de semaine dernière, le président Vladimir Zelensky a annoncé que l'Allemagne et la Norvège achèteraient 3 batteries Patriot pour le compte de l'Ukraine. Un responsable allemand s'est ensuite déclaré au Wall Street Journal que Berlin avait demandé l'achat de 2 batteries, mais toujours pas reçu de réponse des États-Unis. Donc, il semble que ce serait peut-être exactement de quoi il est question. Environ 3 batteries achetées tant par la Norvège que par l'Allemagne, 2 en Allemagne, 1 en Norvège, où on paierait pour 3 batteries Patriot américaines pour les envoyer en Ukraine. Là-dessus, il y a un enjeu qui est assez évident, hein, c'est que les Européens ont de l'argent, mais pas d'armes. Les Américains ont les deux, mais ils veulent donner ni de l'argent ni des armes. Ce qu'ils sont prêts à faire, c'est vendre des armes au plein prix avec l'argent de quiconque. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de financer l'Ukraine, les États-Unis ne sont plus dans cette idée déjà, où on nous parle, on peut vous vendre, on a des Patriots ici, effectivement. Ils coûtent, par exemple, 1 milliard la pièce, on en a 3, qui nous donne 3 milliards? Fut-il un temps où les Américains refusaient ce genre de transaction outright, en se disant « Non, on n'a pas envoyé 3 Patriots en Ukraine pour un ensemble de raisons. Ça va escalader le conflit, c'est un enjeu stratégique, on s'entend, on ne souhaitait pas une victoire éclatante de l'Ukraine non plus. » Et l'idée, tout simplement, des stocks, la protection des stocks et des inventaires, où les Américains regardaient tout ça en se disant « On ne sait pas là, si ça ne va pas évoluer vers une guerre ouverte avec la Russie ou avec la Chine, ou justement, si on va pas avoir un échange avec l'Iran et Israël. » Les Américains ont toujours été un peu frileux à dilapider leurs stocks d'intercepteurs en les envoyant dans des conflits actifs. Alors, là, on a tous ces éléments qui sont complètement évacués, alors que Trump nous dit, vous savez quoi, faites juste nous donner l'argent, on va vous les donner. Et vous faites ce que vous voulez ensuite avec. Ça, c'est vrai pour les Patriots. C'est aussi vrai, on apprend dans l'agence de presse russe que Trump réfléchit maintenant à la livraison de missiles à longue portée. Ce serait donc un missile d'une portée d'environ 370 km. Cela dit, il existe une version avec une portée de 1000 km.
Axios avait précédemment rapporté que Trump comptait annoncer lundi un nouveau plan d'armement de l'Ukraine qui comprendrait la voie d'armes offensives à Kiev. Des sources ont indiqué au portail d'information que ce plan inclurait probablement des missiles longue portée capables d'atteindre des cibles situées en profondeur sur le territoire russe, y compris Moscou. Cependant, les sources n'ont pas connaissance d'une décision définitive à ce sujet. Donc, les États-Unis sont en train vraiment de changer complètement leur approche vis-à-vis de l'Ukraine, alors qu'on était dans une idée de réduire autant que possible l'envergure du conflit pour essayer de se rapprocher d'un cessez-le-feu. Trump semble plutôt renverser tout ça et se dire, ben si on appuie l'Ukraine et qu'on affiche ouvertement notre intention et notre capacité, on pourrait le dire, à les appuyer jusqu'au bout, la Russie va peut-être être un peu plus encline. Poutine. Donc, on voit vraiment un renversement de l'attitude américaine là-dessus, qui autrefois se disait qu'on allait se rapprocher d'un cessez-le-feu en réduisant les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et donc, naturellement, l'intensité du conflit viendrait à baisser jusqu'à ce qu'on se rapproche d'une forme de détente, ouvrant la porte à un cessez-le-feu. On a parlé même, je ne sais pas si vous vous souvenez, très récemment, on a eu des cessez-le-feu partiels entre les deux. Alors qu'on disait, OK, on s'attaque juste au niveau terrestre. Plus d'attaques aériennes, plus d'attaques balistiques, plus d'attaques maritimes. Et on avait réussi ça pendant quelques jours. Donc, l'intention était vraiment faire baisser l'intensité du conflit jusqu'à un cessez-le-feu. Là, maintenant, les Américains comprennent que leur move, leur idée de baisser l'intensité du conflit, ça joue carrément en faveur de la Russie. Parce que les Américains dansent tout seuls. Poutine refuse de danser avec Trump. Et donc, les Américains réduisent leur appui et essaient de contenir l'influence des armes américaines sur le front en envoyant un peu plus de place à l'Europe, etc. Et là, ce qu'on découvre, c'est que la Russie ne suit pas du tout le bal et qu'elle continue et qu'en fait, elle intensifie ses attaques, ce qui place un déficit grandissant à l'avantage de la Russie sur le front. Donc, les États-Unis changent d'attitude. Ils se disent, vous savez quoi? On va au minimum égaliser, revenir à l'intensité qu'on était sous l'administration Biden. Et maintenant, on offre même des missiles additionnels, missiles offensifs, et des sanctions extrêmement contraignantes contre quiconque appuie la Russie dans son effort de guerre. Donc là-dessus, on change complètement d'esprit. On se dit que ce qu'on va faire, c'est d'intensifier le conflit en Ukraine, avec l'objectif, nous dit-on toujours, d'en venir à un cessez-le-feu. Ça est important de le comprendre. L'administration Biden, par exemple, ou l'administration, on pourrait dire l'Union européenne au complet, là, durant les dernières années, nous ont jamais parlé d'un cessez-le-feu à l'avantage de la Russie, ou même d'un cessez-le-feu, point. On nous a toujours parlé de réparation par la Russie. On nous a parlé qu'il faudrait compenser l'Ukraine, que ce serait une victoire ukrainienne. On n'est pas là-dessus quand même. On s'entend, les Américains changent d'attitude, mais ils ne sont pas à dire on va faire gagner l'Ukraine. Ils sont encore, semble-t-il, dans l'esprit d'un cessez-le-feu, juste de permettre à l'Ukraine de tenir bon jusqu'à ce moment. Parce qu'il s'avère de plus en plus évident que les Russes ne sont pas pressés, que Trump a fait rire de lui et que l'idée d'une négociation en Ukraine n'a jamais vraiment été prise au sérieux par la Russie, du moins. Alors, on continue avec le prochain dossier que je trouve très intéressant parce que ça touche justement à ce qu'on vient de mentionner au cours des dernières minutes, mais directement. Nouvelle stupéfiante qui nous provient. On va croiser quelques sources parce qu'encore une fois, je vous entends me lancer des tomates. J'ai fait mon possible là-dessus. Il est difficile d'avoir de l'information ferme. Donc, je vous laisse juger tout ça et le prendre avec un grain de sel si vous le désirez. Poutine aurait déclaré à Trump et aux responsables iraniens qu'il soutenait l'accord interdisant à Téhéran d'enrichir de l'uranium. Je répète ça tranquillement. Poutine aurait dit à Trump qu'il était d'accord avec une forme d'entente nucléaire avec l'Iran qui empêcherait l'Iran d'enrichir de l'uranium. Et c'est vraiment le point, c'est le point dont on a discuté ici à plusieurs occasions durant la revue de presse, c'est à savoir est-ce que l'Iran devrait avoir ce droit d'enrichir de l'uranium. Et ça, je dis le mot « droit » entre guillemets, parce que ce sont vraiment les propos du régime iranien, du gouvernement iranien. Ce qu'on utilise, on fait référence à l'idée d'enrichir de l'uranium comme étant le droit national de l'Iran, du peuple iranien. On nous a parlé longtemps de quelque chose pour lequel on a fait des sacrifices, on a versé le sang pour cette capacité. Aujourd'hui, on le phrase vraiment en disant c'est un droit de toute nation dans le monde. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'enrichir de l'uranium et le faire brimerait les droits de la nation iranienne. C'est donc le nouveau cadre narratif dans lequel on discute et l'intention là-dessus, c'était vraiment de retirer de la table
l'idée selon laquelle l'Iran cesserait un jour d'enrichir de l'uranium, en disant non, ça c'est une question de droit. On va défendre nos droits et on est prêt à négocier du reste. Maintenant, Poutine vient carrément on pourrait dire, de couper l'herbe sous le pied des Iraniens et de leur posture et de leur tentative de se négocier un droit à l'enrichissement en nous disant que lui, de son côté, la Russie, encourage l'Iran à mettre fin à l'enrichissement d'uranium. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au président américain Donald Trump et aux responsables iraniens qu'il soutenait l'idée d'un accord nucléaire dans lequel l'Iran ne serait pas en mesure d'enrichir de l'uranium, rapporte Axios, citant des sources. Cette question constitue l'un des principaux obstacles à un accord sur le nucléaire. L'Iran a insisté pour pouvoir enrichir de l'uranium sur son sol, tandis que les États-Unis et Israël ont exigé que Téhéran renonce complètement à sa capacité d'enrichissement. On continue ensuite. Parce qu'on a cet article principal maintenant, le scoop nous vient de Axios, c'est cette nouvelle originale. Poutine exhorte l'Iran à conclure un accord nucléaire zéro enrichissement avec les États-Unis. Alors là, la déclaration de Poutine n'aurait pas été faite seulement à Trump, mais aussi au régime iranien, où on aurait communiqué à l'Iran nous, notre préférence, les Russes, c'est que vous n'ayez pas d'enrichissement et vous devriez signer l'entente que vous donnent les États-Unis. Faut vraiment prendre le temps de classer tout ça, là, parce que, bon, il y a cette entente, on s'entend on pourrait dire, cette alliance stratégique entre la Russie et l'Iran. Je le mets en gros guillemets parce qu'on ne parle pas d'alliance vraiment. On parle de partenariat stratégique, on parle de collaboration. On ne parle pas vraiment d'alliance militaire. Ça n'existe pas entre les deux. On a des intérêts communs, bien sûr, contre les États-Unis, contre le système bancaire, etc., mais qui sont largement créés par l'opposition commune à Washington et au système américain, plus qu'à des vrais intérêts communs pour quoi que ce soit. Et là, on le comprend. Les Russes regardent la posture iranienne dans la région et se disent « On n'en veut pas plus un Iran nucléarisé. » Et les raisons sont assez évidentes. On pourrait voir ça à travers le prisme de « Non, on veut bien sûr une puissance nucléaire dans les BRICS, c'est un allié stratégique. » Premièrement, comme je vous le mentionne, ils ne sont pas vraiment alliés. C'est une amitié plus qu'autre chose qui se manifeste à travers des grandes déclarations symboliques et des exercices et des trucs comme ça, mais très peu de preuves concrètes d'un appui solide de la part de la Russie ou vice-versa. D'ailleurs, assez rapidement, et c'est ce qu'on observe, conséquence de l'échange entre Israël et l'Iran a cessé d'approvisionner la Russie en drones. Parce qu'on en a besoin, tout simplement. Les stocks offensifs iraniens ne permettent plus de faire de l'exportation massive vers la Russie, comme on l'avait vu au début du conflit avec l'Ukraine. Donc, c'est un élément. La Russie ne reçoit pas vraiment d'assistance particulière de la part de l'Iran. Il faut s'enlever ça de la tête. Deuxièmement, le fait que la Russie ne veut pas d'une puissance nucléaire comme l'Iran dans le Moyen-Orient. La Russie a de l'influence dans le Moyen-Orient. La Russie a beaucoup de pouvoir. Et une des raisons pour laquelle l'Iran a une certaine déférence, un certain respect envers la Russie, c'est parce que la Russie lui vient en assistance, justement, pour briser son isolement. Donc, un peu comme la Chine a un intérêt, et on s'en parlait, a un intérêt à ce que l'Iran reste isolé parce que ça lui permet d'acheter du pétrole à bas prix. La Russie a un intérêt à ce que l'Iran reste isolé pour la maintenir dans son groupe d'États ostracisés et d'opposants stratégiques de Washington. On ne veut absolument pas voir un Iran normalisé dans un scénario qui serait un ami de tout le monde et un ami de l'Occident et réintégré à la table des nations. Ça briserait le levier de la Russie et de la Chine. Mais inversement, on ne veut pas voir non plus un Iran nucléaire qui n'a plus du tout besoin de l'influence de la Russie et de la Chine comme dissuasif militaire et stratégique. Parce qu'on s'entend, une des raisons qui a empêché des opérations un peu plus ambitieuses depuis un certain nombre d'années, et même pour le futur vis-à-vis l'Iran, c'est qu'on est toujours au courant d'un potentiel d'escalade. Et bien sûr, oui, leur intérêt est limité à venir aider l'Iran, mais ils auraient pu. Ils ne l'ont pas fait, mais ils auraient pu. Alors donc, si l'Iran obtient demain matin son arme nucléaire, elle aurait tout simplement moins intérêt dans son amitié avec la Russie. Elle aurait moins intérêt dans son amitié avec la Chine parce qu'elle serait moins vulnérable.
les amis de l'Iran ont un intérêt commun et c'est de voir l'Iran vulnérable, isolé, incapable de s'imposer sur la scène régionale et même internationale. Donc ça, là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. Et ça nous explique maintenant les déclarations du président russe à l'effet que l'Iran devrait accepter de kiss the ring et juste abandonner son programme nucléaire, tout en restant quand même un opposant des États-Unis. On désire avoir le beurre et l'argent du beurre, essentiellement. À dire, restez exactement dans la posture où vous êtes actuellement, c'est ce qui nous favorise le plus. Les Iraniens nient entièrement cette histoire. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut vraiment croiser les sources là-dessus, alors que dans le Tehran Times, en réponse à ces articles qui nous viennent de multiples sources, en fait, tant des sources américaines qu'israéliennes, on nous mentionne dans le Tehran Times une campagne de diffamation. Moscou affirme ne jamais avoir exhorté l'Iran à abandonner l'enrichissement d'uranium. Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a démenti un récent rapport d'Axios, celui dont on vient de faire la lecture, selon lequel le président russe Poutine aurait encouragé l'Iran à accepter un accord nucléaire soutenu par les États-Unis qui éliminerait entièrement son programme d'enrichissement d'uranium. Le rapport, citant des sources informées anonymes, affirmait que Poutine avait transmis cette position à l'ancien président américain Donald Trump. Il est toujours président. Et à de hauts responsables iraniens, exprimant apparemment son soutien, c'est parfois la correction ou la traduction des articles en farsi particulièrement, ça laisse à désirer. Exprimant apparemment son soutien à un accord cadre nucléaire dans lequel l'Iran renoncerait à toute activité d'enrichissement. Moscou a rejeté catégoriquement les allégations. Le ministère russe des Affaires étrangères dément catégoriquement toute allégation à l'effet que nous aurions discuter avec l'Iran de la question de l'enrichissement. Nous considérons qu'il s'agit d'une campagne de désinformation à motivation politique. Le ministère a souligné que la position de la Russie sur le programme nucléaire iranien était constante et claire. La crise entourant cette question doit être résolue exclusivement par la voie politique et diplomatique. Moscou reste déterminé à aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable. Alors, on est loin de nous dire on veut que l'Iran ait une capacité d'enrichissement. Le démenti russe est vraiment plutôt à l'effet des allégations, comme quoi il y aurait eu la discussion entre les deux. On disait non, cette discussion-là n'a jamais eu lieu. Mais comment on nie? On est déterminé à aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable. On n'a pas défendu le droit de l'Iran à son droit à l'enrichissement. On n'a pas dénoncé les demandes américaines. Là, on nie la nouvelle, mais on ne nie pas le fait. Et là-dessus, il est possible, en passant, que ce soit volontaire de la part tant des Russes que des Américains. Il est possible que les Russes ne veulent tout simplement pas placer l'Iran dans une mauvaise posture. À partir du moment où c'est public et connu que même la Russie n'est pas d'accord avec un programme d'enrichissement iranien, la posture de négociation iranienne est vraiment mauvaise. Elle est essentiellement sabotée, neutralisée, elle ne peut pas se tenir sur deux jambes. Alors que si la Russie nie, communique effectivement cette intention-là avec l'Iran, mais publiquement fait comme si non, on n'a jamais parlé, on n'a rien dit, c'est au moins une concession que l'Iran peut faire. C'est au moins une concession que l'Iran peut mettre sur la table et dire, vous savez quoi? OK, finalement, on est prêt à abandonner l'enrichissement. Alors que si on lui en retire ça, des jetons de négociation, immédiatement, on ne lui rend pas service. Donc, il est possible, attention, il est très possible que l'événement ait effectivement eu lieu, mais que la Russie ne veut pas le reconnaître pour des raisons stratégiques, diplomatiques, parce que ça nuirait à la négociation. Mais il est aussi possible que les Américains aient sorti cette information-là pour nuire à la posture de négociation iranienne et que ce soit effectivement une tentative de désinformation pour des raisons politiques. Donc là-dessus, c'est pourquoi je vous dis, prenez les deux versions, additionnez-les, essayez de faire un peu de sens à travers tout ça, parce que de mon côté, ce que j'observe, c'est qu'il faut croiser les sources, vraiment. D'un côté, on nous dit quelque chose s'est passé, de l'autre, absolument pas, on n'a aucune idée de quoi vous parlez, mais ça a des implications majeures. Si effectivement la Russie aurait reconnu que la posture iranienne par rapport à l'enrichissement n'était pas raisonnable et que ce n'était pas soutenable à long terme, il est possible effectivement qu'on ait manifesté ça à l'Iran pour leur faire comprendre qu'il faudrait prendre l'offre sur la table. Les Iraniens, continuant sur l'Iran, on a une nouvelle qui nous vient d'Al Jazeera cette fois par rapport à
la tentative d'assassinat israélienne contre le président iranien, dont on a parlé ensemble la semaine dernière. On a des détails qui émergent. Le président iranien aurait été légèrement blessé alors qu'il s'échappait d'une attaque israélienne. De plus amples détails apparaissent sur la tentative d'assassinat du président Pezeshkian et d'autres responsables par Israël en juin, donc durant l'échange entre Israël, bien sûr, et l'Iran. Le président iranien Massoud Pezeshkian a été légèrement blessé lors d'une frappe aérienne israélienne contre une réunion du Conseil suprême de sécurité nationale à Téhéran le 15 juin. La tentative d'assassinat visait les chefs des 3 branches de gouvernement dans le but de le renverser. Cette tentative ne passera pas sans qu'Israël en paie le prix, a-t-il déclaré à Al Jazeera. La grève a été menée peu avant midi lors d'une réunion à laquelle la grève, c'est une traduction du terme « the strike ». Excusez-moi. La frappe a été menée peu avant midi lors d'une réunion à laquelle ont participé les chefs des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires du gouvernement, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires. Et ça, c'est énorme comme nouvelle, parce qu'on nous avait parlé, d'une tentative d'assassinat contre Massoud Pezeshkian. On nous avait parlé qu'il avait fui un emplacement, qu'il s'était rendu dans un endroit sécuritaire. Ça nous était venu originalement par l'agence de presse russe la semaine dernière. Cette semaine, Al Jazeera, donc média qatari, qui nous dit qu'il y a eu une blessure légère. Est-ce qu'on parle de débris qui seraient tombés, quelque chose comme ça, une blessure musculaire en s'échappant de l'endroit quelconque? Ça peut être assez mineur, assez léger. Moi, ce que je retiens là-dessus, surtout, c'est la tentative d'assassinat qu'on apprend aujourd'hui ne visait pas seulement Massoud Pezeshkian, mais plutôt les chefs des 3 branches du gouvernement dans le but de le renverser. Premièrement, un peu douteux en termes tactiques et stratégiques pour l'Iran d'organiser une rencontre entre les 3 chefs de gouvernement et de les rassembler dans la même pièce au beau milieu de l'échange balistique et du bombardement avec Israël. Déjà assez audacieux, en commençant, alors qu'on sait que les Américains et les Israéliens étaient déjà dans la destruction d'installations fortifiées et renforcées, d'installations souterraines avec des bunker busters et des bombes d'envergure considérable, d'au-dessus de 1000 livres. Alors, juste ça, juste l'idée de dire on s'est réunis dans la même pièce, tout le monde en même temps, audacieux. Pour vous donner une idée, il y a 2 personnes sur la planète qui n'ont pas le droit de voler dans le même avion sous aucune circonstance. Le président américain et le vice-président américain n'ont pas le droit de se trouver dans le même avion, parce que s'il arrivait quelque chose. Et là, on est en situation de guerre, sous bombardement actif, et tout le monde, on se fait une rencontre comme ça. Alors, là-dessus, je trouve ça un peu lunaire pour commencer, et ça a créé une opportunité incroyable. Et donc, Israël a tenté, effectivement, d'activer ce privilège. Probablement que les Israéliens n'y croyaient pas eux-mêmes de voir que les 3 se trouvaient dans la même pièce et qu'il y avait une opportunité de littéralement décapiter le régime politique iranien. On nous dit législatif, exécutif et judiciaire, donc littéralement une décapitation totale du gouvernement. Et tout ça dans un contexte où on tuait déjà activement les généraux, les scientifiques, les politiciens, tous ceux qui étaient actifs avec le programme nucléaire. Alors, ces Iraniens sont courageux, laissez-moi vous le dire, sont braves et sont courageux de se tenir ce genre de rencontre. On ne sait pas le type d'installation dans lequel ça a eu lieu, on présume que c'était une installation renforcée, mais manifestement, ça n'a pas été assez secret pour rester à l'abri d'une frappe israélienne directement sur l'endroit où ça a eu lieu et où on a blessé le président iranien. Alors, cette nouvelle, je trouve absolument lunaire, valait la peine de la ventiler un peu avant de passer à nos prochains dossiers qui, je trouve, extrêmement intéressants aussi. En fait, on va passer très rapidement là-dessus aux États-Unis. C'est 2 trucs que je trouve complètement absurdes et que, vous allez dire, je parle toujours contre Trump. Je pense que vous savez que je fais un peu de nuance là-dessus. Autant on va parler de ses bons coups, autant on va parler quand ça devient complètement lunaire. Et là, il y en a un cas lunaire comme ça qui vaut la peine de relever parce que c'est inquiétant. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Trump menace de retirer la citoyenneté américaine de Rosie O'Donnell. Ça pourrait être une caricature, ça pourrait être une blague, mais c'est absolument vrai. Le président Trump a déclaré que l'actrice, une ennemie de longue date de Trump, n'est pas dans l'intérêt de notre grand pays. Je veux clarifier, c'est une citoyenne américaine. C'est pas une citoyenne naturalisée ou une immigrante, c'est une citoyenne américaine. Humoriste, actrice, on peut discuter de sa carrière aussi longtemps que vous voulez. Il est question d'une citoyenne américaine qui fait chier le président
et que là, Trump veut lui retirer sa citoyenneté. Pas pour un crime quelconque, là, juste parce qu'il l'a fait chier. Parce qu'elle le fait chier. C'est la seule raison. Bien sûr, c'est complètement illégal. Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Peu avant 10 heures du matin samedi, M. Trump a déclaré sur Truth Social « Étant donné que Rosie O'Donnell n'est pas dans le meilleur intérêt de notre grand pays. » Juste la phrase est lunaire. Rosie O'Donnell n'est pas dans le meilleur intérêt de notre grand pays. C'est comme, étant donné que Benjamin Tremblay n'est pas dans l'intérêt de notre pays, on va lui retirer sa citoyenneté. J'envisage sérieusement de lui retirer sa citoyenneté. Le président a qualifié Mme O'Donnell de menace pour l'humanité et a déclaré qu'elle devrait rester en Irlande, où elle a déménagé en janvier après que M. Trump a remporté un second mandat. La provocation de M. Trump à l'encontre de Mme O'Donnell survient à un moment où son administration est confrontée à des critiques sur de nouveaux fronts. Effectivement, un million de trucs, dont la saga Jeffrey Epstein, des questions restent sans réponse, le chef de la sécurité intérieure qui fait l'objet d'un examen minutieux concernant la réponse de la FEMA au Texas, etc. Un certain nombre de problèmes quand même pour l'administration Trump. Et là, maintenant, on s'en vise à des individus. Et ce que moi, je trouve un peu absurde là-dessus, indépendamment de Rosie O'Donnell ou quoi que ce soit, c'est l'abus de pouvoir puis l'abus de procédure vraiment rendu banal là, pour ce qui est de l'administration Trump et de Donald Trump personnellement, où c'est rendu la présidence est un instrument personnel de vengeance. Vous voulez une autre preuve? On a maintenant ici Trump qui menace le Brésil, pas un individu, là, le Brésil, d'un tarif de 50%. Pourquoi? Dispute commerciale? Non. En raison du procès de Bolsonaro. Jair Bolsonaro, bien sûr, l'ancien président brésilien qui est actuellement poursuivi par le Brésil, ou plutôt en procédure judiciaire criminelle. On l'accuse d'avoir préparé un coup d'État dans l'éventualité de l'élection de son adversaire, Lula, bien sûr, Lula da Silva. On se souvient, Lula a remplacé Bolsonaro lors de la dernière élection. Bolsonaro était vu vraiment de la droite. Lula, vraiment de la gauche. Alors, c'était déjà une élection extrêmement polarisante. Lorsqu'il a perdu, l'administration Lula a lancé des enquêtes sur Bolsonaro et on a découvert, ou du moins on allègue, encore une fois, rien n'a été démontré, on allègue que Bolsonaro aurait préparé un coup d'État pour prendre de force le pouvoir dans l'éventualité d'une défaite. Approuvé, encore une fois. Mais les États-Unis imposeront un tarif de 50% sur les produits brésiliens à partir du 1er août, a annoncé le président Trump, citant une action en justice contre son ancien président, Jair Bolsonaro, et des entreprises technologiques américaines comme justification de ces taxes. La manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro, un dirigeant très respecté dans le monde entier pendant son mandat, y compris par les États-Unis, dit Trump, est une honte internationale. Ce n'est ni plus ni moins qu'une attaque contre un adversaire politique, quelque chose que je connais très bien. Laissez Bolsonaro tranquille. Alors Trump, il voit d'une certaine manière, dans le cas Bolsonaro, il voit une représentation, une manifestation de ses propres histoires, que Trump, bien sûr, a été confronté à des poursuites criminelles et civiles, qui étaient, dans certains cas, un peu, disons, ambitionnés, où on a été vraiment avec des tentatives de politiser, de judiciariser l'élection présidentielle. Et ça, bien sûr, ça a été dénoncé par tant les républicains qu'un certain nombre de démocrates, après la défaite présidentielle, qui reconnaissaient que c'était en soi un peu antidémocratique. Il y avait des dossiers qui avaient été amenés contre Trump qui n'auraient probablement jamais vu le jour si ce n'était pas un candidat présidentiel qui menait la course pour la Maison-Blanche. Trump voit la même scène ou une scène semblable de sa perspective se produire au Brésil et il va non pas d'une pression en coulisses pour Lula da Silva ou encore de démarches de la part du secrétaire d'État Rubio qui pourrait entrer en contact. On a quand même toute une diplomatie pour ça, pour ce genre de dossier. Mais là, plutôt, il va carrément d'une ingérence dans un processus judiciaire étranger. Réfléchissons à ça un instant. S'il y avait peu importe si Macron, par exemple, après son départ de la présidence, se retrouvait visé par la justice française et que là, les États-Unis imposeraient des tarifs contre la France pour qu'elle mette fin à ses procédures judiciaires, donc pour carrément manipuler le processus judiciaire français, parce qu'il était bon ami avec Macron. C'est pas le cas, bien sûr. Les deux se réveillent la nuit pour se détester, mais ce serait possible. Et c'est ce qu'on voit avec Bolsonaro. Et on pourrait le voir avec d'autres.
notamment avec, par exemple, Javier Milei en Argentine. Trump a plusieurs comme ça, là, des politiciens à travers le monde qu'il apprécie beaucoup sur une base personnelle, beaucoup plus que sur une base diplomatique ou professionnelle. Bolsonaro, c'était exactement ça. C'était un ami personnel de Trump, quelqu'un dans qui Trump se reconnaissait beaucoup et Bolsonaro lui rendait très bien. Bolsonaro imitait Trump à la sauce latine. C'était essentiellement le Trump du Brésil. C'est comme ça qu'on l'a décrit pendant très longtemps. Il faut le nuancer, bien sûr, mais vous voyez là-dessus pourquoi Trump se reconnaît beaucoup là-dedans. Et aujourd'hui, il va maintenant d'attaque de tarifs de 50% punitifs contre un pays en raison d'une procédure judiciaire qu'il mène contre un ancien ami de Trump. Trump n'est pas en train de disputer la validité de la chose, n'a pas vu les documents, ne sait pas quelle est la preuve contre Bolsonaro, mais depuis la Maison-Blanche ou Mar-a-Lago, peu importe, télécommande le processus judiciaire d'un autre pays. Donc, ces deux dossiers, là, Rosie O'Donnell et cette histoire de droit de douane de 50% sur le Brésil, les deux s'inscrivent ensemble dans cette espèce d'abus de procédure pour les avantages personnels et les volontés personnelles de Trump, que ce soit pour de la revanche, de la vengeance, de la punition. Ça, c'est un caractère typique du fascisme, de la dictature. Je vous dis pas qu'on est là-dedans, là. Attention, mais c'est typique de ça. Et on doit être extrêmement prudent. Et je comprendrais quelqu'un aujourd'hui qui nous dirait, c'est carrément de l'autoritarisme. Ça ressemble à ça, effectivement. Et ce qui est terrifiant, c'est justement de constater qu'il n'y a personne dans l'administration Trump, personne dans la Maison-Blanche, personne dans le Parti républicain pour lever un drapeau jaune et dire, là, attention, là, on dépasse un peu les bornes. Et ça, c'est incarné notamment par l'espèce de militantisme dont on parlait dans la revue de presse au cours des dernières semaines par des gars comme Pete Hegseth, qui sont des cheerleaders du président plus que quoi que ce soit d'autre. Quand on s'entoure d'une quarantaine de yes men, on découvre que personne n'est prêt à dire non. Et donc, les limites, les contre-pouvoirs sur le président américain qu'on imaginait longtemps comme institutionnalisés, c'est les tribunaux, c'est la Chambre des représentants, c'est le Sénat, ce sont les administrations municipales, ce sont tous les autres paliers de gouvernement. Ça tient tant que ça tient. Hein? À partir du moment où tout le monde là-dedans est acquis à Trump et que tout le monde sont des yes men, on constate que non, beaucoup des contre-pouvoirs sont censés venir des individus, sont censés venir des conseillers autour de Trump, sont censés venir des secrétaires d'État, sont censés venir du secrétaire de la Défense et de ses conseillers à la sécurité nationale, et que ceux qui manifestent une opposition ou une contradiction, une incompatibilité avec l'agenda Trump sont immédiatement exclus. Ce qui nous amène naturellement avec une espèce d'atmosphère de peur où plus personne ne veut rien remettre en doute de ce que le patron dit. Et c'est pourquoi qu'on nous mentionne 50% de droits de douane sur le Brésil, puis Rosie O'Donnell est plus citoyenne américaine. Tout le monde regarde dans l'autre direction en sifflotant, sachant très bien que c'est complètement anormal, que c'est inadmissible, inacceptable, mais on se dit, c'est ça ou ma job. Ça tourne mal, cette administration Trump. Ça tourne excessivement mal. Et tout ça pendant qu'on nous annonce en passant 30% de tarifs additionnels sur l'Union européenne et le Mexique. Bien sûr, c'est dans le cadre de l'échange de guerre commerciale qui avait vu le jour au cours des derniers mois. Ce délai qu'on a repoussé constamment de quelques semaines, quelques jours, quelques semaines encore et un autre 2 semaines pour finalement en arriver au 1er août. Cette fois, Trump dit « c'est assez, 1er août, dans 2 semaines, il y aura des tarifs de 30% contre le Mexique et contre l'Europe. Apparemment, les véhicules, les automobiles seraient exclus, peut-être un certain nombre d'exclusions, d'exemptions, mais donc un tarif très large sur toutes les importations depuis l'Union européenne et le Mexique vers les États-Unis de 30%. Est-ce que c'est un bluff? Est-ce qu'il est sérieux? On retourne dans la même logique encore une fois, alors que beaucoup des leaders européens, d'un côté, campent en faveur d'un tarif réponse, d'une escalade, donc, de la part de l'Union européenne, ou au moins d'égaliser les tarifs américains, et d'autres plaident plutôt pour une négociation et une détente en faisant clin d'œil aux autres épisodes précédents. En disant, vous savez, et d'ailleurs, c'est la déclaration de la présidente mexicaine qui nous dit « Il faut une tête froide. On a vu par le passé, wink, wink, qu'il faut une tête froide pour négocier avec Donald Trump.
Ce qu'elle veut dire par là, ça fait 50 fois qu'il nous dit qu'on va avoir des 25, puis des 30, puis des 50, puis des 200% de tarifs. C'est la boule de bingo qui sort ce jour-là du plat. 125% pour le Mexique. OK, bon, 200% pour la Chine. Non, c'est comme ça qu'on détermine les tarifs. Fait que je comprends les autres pays aussi de prendre ça avec un grain de sel et de se dire, vous savez, on va attendre. On va attendre de voir quelle est votre position là-dessus et on va négocier. Macron, de son côté, se barde et nous parle d'une réponse européenne. Il faudrait punir les Américains. Encore une fois, c'est sûr. L'évidence, c'est que la France veut vendre des armes. Si on veut punir les Américains, on est en train de parler d'acheter des armes en ce moment. C'est que ça le débat. On en parlait la semaine dernière encore. Il faut monter à 5%. On vous parle d'une multiplication des achats militaires. Il est clair que si on n'achète pas aux États-Unis, le grand gagnant de l'équation, ce sera la France. Alors bien sûr, la France regarde cet échange et se dit « Ouais, ils veulent nous mettre 30%, ben good, on va répondre avec nos propres moyens de pression. Achetez-nous des armes. » La France, elle joue merveilleusement bien jusqu'ici, l'arrivée de Donald Trump. Pour ce qui est du... La France réussit à isoler les États-Unis par ses déclarations pro-européennes. Et bon, on s'attendrait bien sûr de la France et de Macron, ce genre de choses, mais on ne s'attendrait pas que ce soit aussi bien réussi, au sens où, à force de motiver les Européens à détester les États-Unis, Macron réussit vraiment à positionner la France au cœur de la réponse diplomatique. Et là, les Allemands sont un peu à la remorque de tout ça, et là, vous le voyez, ils sont en train d'acheter des armes à permission des Américains. Les Français ont une meilleure posture au point où on se trouve. Macron, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, a réussi à bien naviguer Trump, en sachant très bien que d'être son ami en France, c'était pas payant. Il fallait juste être son ami quand il va à Washington. Et donc, vous voyez Macron être très sympathique avec Trump et a compris la notion personnelle derrière tout ça, mais son attitude est bien calibrée vis-à-vis des États-Unis. On continue avec un autre dossier, cette fois par rapport à l'AUKUS, et je trouve que c'est vraiment fascinant. Plusieurs d'entre vous m'aviez parlé de l'AUKUS, ils me disaient qu'il faudrait qu'on fasse un retour là-dessus bientôt. On en fait un dès maintenant parce que ça a été signé sous l'administration Biden. L'AUKUS, bien sûr, qui est ce groupement défensif militaire où on veut fournir des sous-marins à un certain nombre de partenaires, incluant, bien sûr, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, d'où le terme AUKUS. Cette fois, cette entente qui a été signée sous l'administration Biden, on pourrait présumer, étant donné que les objectifs stratégiques derrière ça, qui étaient de coaliser des alliés contre la Chine, les objectifs existent toujours, sont toujours valables. Trump les partage. Trump aussi veut aller affronter la Chine. Trump aussi veut contenir l'influence chinoise. Donc, on présumerait, l'AUKUS est toujours valide. Et Trump, thumbs up. Pas vraiment. L'administration Trump demande maintenant aux partenaires, spécifiquement à l'Australie, de s'engager explicitement pour la défense de Taïwan. En disant, là, nous, on vous donne des sous-marins nucléaires. Vous allez faire quoi avec? Disons là, qu'on a une guerre avec Taïwan puis la Chine et que ça éclate pour de vrai. Vous allez venir, right? Et les Australiens refusent de s'engager. Et là, on voit vraiment le bluff qui est exposé au grand jour. Parce que, bien sûr, c'est facile pour les Australiens de dire, on est une puissance alliée dans l'espace Pacifique. Naturellement, dans un conflit avec Taïwan, vous auriez probablement besoin de l'Australie, vous auriez probablement besoin de la posture et de l'armée australienne. Maintenant, est-ce qu'on a une promesse de s'engager? Absolument pas. Mais donnez-nous les sous-marins, puis on verra après. On verra qu'est-ce qu'on fait avec, puis le jour de l'engagement, vous ne serez pas déçus. Les Américains, eux, disent non, on veut une promesse ferme, on veut quelque chose de noir sur blanc, comme quoi vous allez vous engager avec nous, sans quoi on ne vous donne pas des sous-marins juste pour le plaisir, franchement. Si on vous les donne, c'est pour que vous participiez avec nous. Et donc là, un responsable de la défense affirme qu'une augmentation majeure des dépenses de défense australienne est tout à fait justifiée. On nous tient donc ces sous-marins et l'AUKUS et tout l'engagement qui a été créé par l'administration Biden et la structure qui venait autour, on tient ça comme un jeton de négociation. Et ce qu'on veut obtenir, c'est une augmentation massive des dépenses de défense australienne, justifiable, et surtout un engagement ferme en faveur de Taïwan. Ça, c'est moins justifiable. Parce que soyons très clairs, l'éléphant dans la pièce, et c'est l'hypocrisie incroyable dans tout ça, c'est que les Américains eux-mêmes ne s'engagent pas à défendre Taïwan. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'ambiguïté stratégique.
les Américains ont ouvertement une posture qu'ils appellent l'ambiguïté stratégique, qui dit essentiellement, on ne vous dit pas si on défend Taïwan ou pas. On laisse l'ambiguïté. On suggère très fort que ça va être le cas. On place des troupes, on place des équipements, on vous fait des déclarations en faveur de Taïwan. Mais il est écrit nulle part dans la politique, dans la doctrine de défense ou même offensive américaine que si la Chine envahit Taïwan, les Américains interviennent. Il y a eu souvent des déclarations là-dessus, on n'est pas clair. On en a parlé à la revue de presse d'ailleurs. Ceux qui sont là depuis un moment, vous vous souviendrez de ma réaction. Écoutez, j'en ai énormément ri. C'était plus sur une teinte d'humour. Lorsqu'on avait découvert que Joe Biden, on avait entendu Joe Biden à 2 occasions dire « Bien sûr qu'on va défendre Taïwan » devant des journalistes. Les journalistes lui posaient la question « M. Biden, dans l'éventualité d'un conflit, les Américains vont défendre Taïwan ?» C'était comme un piège. Ça fait depuis la politique de Chine unique, depuis Nixon en Chine, que les Américains ne reconnaissent une seule Chine. Et donc, on ne parle jamais de défendre Taïwan. C'était la doctrine officielle de Washington, président après président, décennie après décennie. Et là, il posait la question à Biden, puis il était comme, ben oui, on va défendre Taïwan. Mais oui, c'est quoi cette question? Et immédiatement, il fallait que tout l'état-major de la Maison-Blanche vienne ravaler ce que Biden venait de dire dans les heures qui suivaient. Pas les jours, les heures. Où là, il fallait tout dire, non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il a fait un lapsus. On faisait comme un clin d'œil au fait que, attention, il est sénile, écoutez pas tout ce qu'il dit. Alors que l'administration américaine tenait absolument à cette posture d'ambiguïté stratégique pour éviter une réponse chinoise, pour éviter une escalade, pour éviter que ça vienne hors de contrôle. Tant que tu dis, on sait pas si on va les répondre, les défendre, ça permettait aux États-Unis de continuer à armer Taïwan sans que ce soit vu comme un appui qui vise directement la Chine. Non, on aide Taïwan, on lui donne des armes parce qu'ils veulent des armes, mais on n'a pas d'engagement ferme qui implique la Chine à aucun endroit de l'équation. Donc ça, c'est la posture américaine. Biden, 2 fois, a été d'une fausse déclaration comme ça, attribuable soit à un lapsus, soit volontaire, que c'était carrément une fuite calculée, on voulait faire peur aux Chinois. Mais écoutez, les 2 fois, son administration est revenue ensuite sur le podium de la Maison-Blanche pour dire « Non, écoutez, c'est un malentendu, c'est pas ce que voulait dire Biden. Il voulait dire on a un engagement à les appuyer, mais pas à les défendre. On les appuie dans leur souveraineté, on les appuie à s'assurer qu'ils puissent rester Taïwan. » Mais nous, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des troupes américaines. C'était extrêmement difficile à croire. C'était pas très crédible, toutes ces déclarations. Et donc, là, les Américains, sous Trump, après tout ça, récupèrent l'AUKUS, regardent dans la direction de l'Australie et disent « Qu'est-ce que vous allez nous donner en échange? Vous attaquez Taïwan avec nous, right? » Les Australiens disent « Ben non, pas du tout. Vous êtes même pas publiquement affichés pour attaquer la Chine, défendre Taïwan. Pourquoi nous, on devrait l'être? » Et là, on arrive un peu à un catch-22, on pourrait dire. On a un dilemme là-dessus qui est difficile à réconcilier. D'un côté, les Américains peuvent décider d'abandonner tout simplement l'idée de l'ambiguïté stratégique, ce qui vient avec un certain nombre d'implications. Ça veut dire qu'ils sont ouvertement engagés à dire « Oh oui, on va défendre Taïwan, maintenant c'est clair. » Et on accepte l'escalade dans les relations avec la Chine et ce que ça implique. Parce que ça veut dire qu'on nuit énormément en relation avec Beijing, avec Pékin, si on décide de faire un engagement ferme de défense avec Taïwan. L'alternative, c'est de maintenir l'ambiguïté stratégique, mais d'accepter que tous les alliés de la région vont faire la même chose. Que ce soit le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou peu importe, tout le monde va regarder, et peut-être même Taïwan, et tout le monde va regarder les États-Unis en disant « de quelle guerre vous parlez? » Il n'y a pas de guerre sur la table actuellement. Puis même vous-même, vous nous dites que s'il y en a une, vous n'êtes pas convaincu que vous allez intervenir. C'est un ou l'autre. Là, on est vraiment à la croisée des chemins. Soit les Américains endossent à 100% leur posture de défendre Taïwan, soit ils peuvent arrêter de demander aux autres de le faire. Donc, sur la question de l'Australie, certains acteurs militaires américains expriment de très sérieuses inquiétudes concernant l'accord AUKUS. Mais le Pentagone souhaite faire en sorte que ça fonctionne, a déclaré un haut responsable américain de la Défense. Bien qu'ils affirment qu'une révision du pacte sur les sous-marins est menée de bonne foi, elle ne sera pas achevée dans les 30 jours, comme c'était initialement prévu. Donc, on a mis tout ça sur la glace et on est maintenant en négociation. Malgré tout,
Washington maintient sa demande à l'Australie de lui fournir une vision claire de sa réponse militaire, notamment avec les sous-marins AUKUS, en cas de conflit futur. Anthony Albanese, premier ministre australien, affirme que le gouvernement australien souhaite la paix et la sécurité dans la région, tandis que le haut responsable affirme que les États-Unis souhaitent que l'Australie renforce son engagement. Je pense que des augmentations substantielles des dépenses de défense australiennes sont tout à fait justifiées, ont-ils déclaré à Guardian Australia dans un courriel. Le pacte AUKUS, en vertu duquel les États-Unis partageraient des sous-marins nucléaires et vendraient plusieurs modèles d'occasion à l'Australie, est actuellement examiné par l'administration Trump. L'évaluation devait initialement durer 30 jours, mais des sources travaillistes, le parti Labour Party, le parti travailliste australien, ont indiqué la semaine dernière qu'elle ne serait probablement pas finalisée avant plusieurs mois. Un porte-parole du Pentagone a quant à lui précisé qu'aucun calendrier officiel n'est disponible pour les travaux. Autrement dit, ça va prendre le temps que ça va prendre tant qu'on n'a pas les concessions qu'on veut de la part de l'Australie. Le haut responsable américain a déclaré au Guardian Australia à propos de l'enquête que 30 jours n'étaient jamais exacts. Il a affirmé que l'enquête se poursuivait, mais a concédé l'existence d'opinions divergentes au sein de l'establishment militaire américain sur le pacte entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous aimerions que ça fonctionne du mieux que nous pouvons. Nous agissons de bonne foi. Et à bien des égards, nous sommes des modérés au sein de l'AUKUS. Certains acteurs très influents et importants ont des préoccupations très sérieuses en privé. À bien des égards, c'est un modéré qui s'efforce de mener cette action de manière prudente. Albanese, actuellement en Chine pour un voyage de 6 jours avec une délégation de chefs d'entreprise, a minimisé les demandes américaines, notant que l'Australie a déjà renforcé ses engagements militaires. Au cours du week-end, il a repoussé les demandes des États-Unis concernant de futurs conflits, faisant allusion à la position américaine de soi-disant ambiguïté stratégique sur la question de savoir si les États-Unis répondraient militairement à un conflit concernant Taïwan. Autrement dit, si vous ne changez pas de votre posture, on ne changera pas la nôtre. Vous ne pouvez pas dénoncer notre ambiguïté stratégique si vous-même, votre doctrine officielle, c'est l'ambiguïté stratégique. Bande de connards. Au cours du week-end, au lundi, interrogé en Chine pour savoir s'il était préoccupé par les réponses américaines aux événements d'AUKUS rapportés ces derniers jours, Albanese a répondu « Je suis très concentré sur le but de ma présence ici ». Interrogé sur la question de savoir si son voyage en Chine et son accent sur les relations commerciales avec l'Australie visaient en partie à apaiser les inquiétudes de Pékin concernant l'accord AUKUS, le premier ministre a répondu que les deux pays étaient des partenaires importants. Ce qu'il nous dit, en fait, le premier ministre Albanese, c'est qu'il refuse de prendre position d'abord pour la posture américaine d'ambiguïté stratégique, mais aussi parce qu'il refuse d'attacher les mains d'un futur premier ministre australien. La posture se défend, mais très mal à partir du moment où tu intègres une entente comme l'AUKUS où le libellé est très clair. On ne donne pas des sous-marins nucléaires à quiconque. Les Américains n'ont jamais partagé cette technologie. Et en passant, ils ont exclu le Canada de cette entente. L'AUKUS, c'est littéralement un copier-coller des Five Eyes où on retranche deux pays problématiques. Les Five Eyes, c'est cette agence de renseignement où toute l'information des services secrets, des services de renseignement, que ce soit CIA, NSC, tout ça, tout ce qu'on capte à travers tous les pays de l'Alliance sont partagés entièrement. Donc, vous avez Royaume-Uni, vous avez le Canada, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez l'Australie et bien sûr les États-Unis. Et de ce nombre, on aurait pu tout simplement dire, on va vous donner des sous-marins nucléaires à tout le monde. On est déjà dans une alliance, on a déjà une structure où on partage l'information, on a déjà des instances, des réunions, on a tout ce qu'il faut. On a juste à rajouter ça à l'intérieur de la structure. Les Américains n'ont rien voulu savoir parce qu'ils ne faisaient pas confiance à la Nouvelle-Zélande et qu'ils ne faisaient pas confiance au Canada. Parce que le Canada n'est pas responsable avec ses dépenses militaires, parce que le Canada n'avait montré aucune volonté de prendre en main sa destinée et de participer et de prendre le fardeau, si on veut, de la défense de l'Occident et même des opérations militaires, peu importe où il se trouve, là, on s'entend, là, le Canada ne voulait rien savoir de ça. Donc, les Américains ont dit, on ne vous embarque pas dans cette entente. Et la Nouvelle-Zélande, c'est la proximité avec la Chine qui fait chier les Américains. Ils ont l'impression que la Nouvelle-Zélande n'en fait pas assez pour s'opposer à la Chine, que la Nouvelle-Zélande est essentiellement acquise aux intérêts chinois. C'est pas complètement faux, faut nuancer bien sûr, mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus proche de la Chine et refuse d'embarquer dans le même type de confrontation qu'on voit par exemple avec l'Australie. Et donc, on a créé une nouvelle structure
Pour kick out, pour expulser littéralement le Canada et la Nouvelle-Zélande, il a fallu créer une nouvelle structure qu'on a appelée l'AUKUS. Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux dire par le libellé était très clair. Ce qu'on s'attendait de ces pays, c'est qu'ils participent à la défense des intérêts américano-taïwanais, disons, dans le Pacifique. Je veux dire, les intérêts américains, c'est aussi les intérêts de Taïwan. Et là, les autres pays nous disent, attendez un peu. Si nous, on est pour s'impliquer là-dedans, on a besoin de garanties fortes. Si nous, on est pour s'impliquer là-dedans, on a besoin de savoir que les États-Unis vont s'impliquer. Et nous, il y a aussi la question, il faut être clair là-dessus, les conséquences géopolitiques et diplomatiques de tout ça. Là, vous le voyez, vous avez le premier ministre Albanese, premier ministre de l'Australie, qui est en Chine au moment où on lui parle de tout ça. Et là, vous espérez qu'il est en Chine. Il est physiquement sur le territoire chinois et on s'attend de lui qu'il réponde « Ouais, on va partir en guerre contre la Chine ». Évidemment, il ne peut pas dire ça, évidemment. Et c'est pourquoi aussi le gouvernement australien pointe dans la direction de l'ambiguïté stratégique américaine à dire « Commencez par changer votre position avant de vous attendre que vos alliés fassent sortir leur tête de la tranchée pour se prendre une balle. » Parce que naturellement, s'il faut que l'Australie soit la première de la communauté internationale à lever la main et à sortir la tête de la tranchée pour dire « Nous, on va partir en guerre contre la Chine et on va défendre Taïwan », vous pensez que ça va être quoi la relation avec la Chine après? Ça va être quoi? La dernière fois, il y avait eu c'était une niaiserie, une connerie entre les deux. Je ne me souviens pas qu'est-ce qui avait déclenché tout ça. C'était une guerre commerciale, des tarifs qui avaient été imposés entre l'un et l'autre. Et la Chine était arrivée vraiment avec des mesures extrêmement contraignantes contre l'Australie. On avait été notamment on avait cessé l'importation de beaucoup de matières premières qui provenaient de l'Australie. Les vins, tous les minerais, on avait vraiment fait très mal à l'Australie à travers tout ça. Et donc, l'Australie avait montré patte blanche. On pourrait dire appuyer sur un reset avec sur la relation avec la Chine et on avait réussi à obtenir une forme de détente. Donc, de demander aujourd'hui à l'Australie d'aller saper tout ça et de se replacer dans une condition de confrontation avec la Chine parce que ce serait le seul pays au monde d'afficher contre... C'est pas raisonnable. C'est évidemment pas raisonnable. Peut-être on pourrait faire ça si on était vraiment audacieux avec le Canada ou avec le Royaume-Uni, où là, géographiquement, tes liens avec la Chine, et encore là, le Canada est très lié avec la Chine à partir de la côte ouest, beaucoup de commerce avec la Chine, grosse diaspora chinoise, disons plutôt avec l'Allemagne ou avec le Royaume-Uni, où on disait, on vous donne plus d'armes tant que vous appuyez pas notre posture. Disons que les Américains devenaient ouvertement en appui à Taïwan, que vous appuyez pas notre posture pour Taïwan. On vous donnera plus d'armes. OK, eux au moins ne paient pas les conséquences géopolitiques immédiates de changement de position. Si la Chine se met en colère contre le Royaume-Uni, c'est dommage, il va y avoir des conséquences, mais c'est pas les conséquences d'un pays qui est directement dans l'espace géostratégique chinois, où on est dans l'espace Indo-Pacifique. Naturellement, les conséquences sont exagérément plus grandes. Donc là-dessus, la posture américaine n'est pas tellement raisonnable et la réponse de l'Australie est tout à fait compréhensible. L'Australie rejette les appels à s'engager à rejoindre un hypothétique conflit entre les États-Unis et la Chine. Anthony Albanese déclare qu'il ne soutient pas une action unilatérale à Taïwan, alors que Washington cherche des garanties sur la manière dont Canberra réagirait en cas de conflit pacifique. L'Australie refusera toute demande américaine de se joindre à un conflit hypothétique avec la Chine et ne prendra aucun engagement préalable, a déclaré le ministre de l'Industrie de la Défense, Pat Conroy, alors que Washington cherche à obtenir de telles promesses dans les discussions sur les sous-marins AUKUS. Le premier ministre Albanese a également rejeté cette demande faisant allusion à la soi-disant ambiguïté stratégique des États-Unis quant à leur éventuelle opération militaire en cas de conflit autour de Taïwan. Suite à de multiples rapports cette semaine selon lesquels le Pentagone cherchait des garanties auprès de l'Australie et d'autres alliés, qui sont-ils? Très bonne question. J'aimerais beaucoup connaître ces fameux alliés. Est-ce qu'il est question du Japon? Est-ce qu'il est question de la Corée du Sud? Ça, c'est des pays qui ont des garanties de défense américaine. Où on a, dans le cas du Japon, quelques 60 000 soldats américains déployés, notamment la base d'Okinawa, au sud. On pourrait également mentionner la Corée du Sud avec quelques 40 000 soldats américains déployés. Et tous ces chiffres-là sont extrêmement mobiles en passant. Il est
très possible qu'au moment où on se parle, les chiffres ont augmenté considérablement. Maintenant, il faut aussi superposer ça avec les déclarations précédentes de Trump qui nous disaient « Hey, vous devez payer. Vous devez payer pour la garantie de sécurité et si on vous laisse 40 000 soldats, il va falloir les rémunérer les États-Unis pour la garantie que ça offre en conséquence. » Ceux qui ne l'ont pas fait, on a vu ce qui est arrivé. L'Allemagne. La base de Ramstein, où les Américains étaient très, très, très actifs, on l'a dégarnie jusqu'à ce qu'elle n'occupe aujourd'hui une fraction de l'influence qu'elle avait autrefois. Les Américains ne sont plus aussi présents à Ramstein et en Allemagne qu'ils ne l'étaient. On a déplacé beaucoup de ces inventaires, de ces ressources vers le Pacifique. Donc maintenant, si on apprend que ces joueurs dans le Pacifique, un peu comme l'Allemagne, un peu comme l'Australie, commencent tous à chicken out lorsqu'il est question d'un conflit avec la Chine, il est très possible que les Américains revoient leur posture stratégique dans la région. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, je suis très curieux de savoir qui est impliqué dans tout ça. Est-ce que c'est seulement les joueurs de l'AUKUS? Est-ce qu'il est seulement question du Royaume-Uni, où on essaie d'avoir des garanties fermes? Est-ce qu'il est seulement question de l'Australie et des joueurs du Pacifique? Difficile de savoir. Mais cette logique de dire la garantie de défense américaine, qui est dans le fond entièrement paramétrée avec un conflit Chine-Taïwan en tête, mais cette garantie de sécurité, elle est conditionnelle à votre implication dans l'épisode en tant que tel. Si jamais on venait avec un conflit, vous n'avez pas le choix de participer. Sans quoi, on te défend pour que tu restes en marge puis que tu nous regardes te défendre. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est très compatible avec la vision America First de Donald Trump. Donc, l'AUKUS, pour faire un retour là-dessus, c'est loin d'être clair si ça va avoir lieu, c'est loin d'être clair si ça va se matérialiser. Il est fort possible que les paramètres principaux soient largement modifiés d'ici à une mise en application du traité et de la fameuse alliance. Et on pourrait aussi voir que les fameux sous-marins ne seront juste jamais envoyés. Que les Américains vont prendre leur temps, ils vont peut-être décider de les garder pour eux-mêmes. Alors, merci à tous d'avoir été là pour cette revue de presse. Grand bonheur d'avoir partagé ce moment avec vous. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.